Bonsoir à tous. Pour débuter ce journal et sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'allocution de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II portant sur les mesures sanitaires mises en œuvre à Monaco pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Chers compatriotes, chers résidents, chers acteurs de la vie économique et sociale de notre principauté. À l'approche de la période des fêtes de fin d'année, il me paraît important de m'adresser à vous car nous devons plus que jamais demeurer vigilants face à la pandémie de la Covid-19 dont la propagation se poursuit à travers le monde. L'annonce de campagne de vaccination en cours, voire imminente, ne doit pas être interprétée comme un retour immédiat à une vie normale d'avant Covid-19. Il nous faudra patienter encore plusieurs mois avant que cela ne soit possible. Sur cette question essentielle, bien évidemment, mon gouvernement a élaboré à ma demande un plan de vaccination nationale qui est désormais prêt. Sa mise en œuvre se fera dès que les premiers vaccins auront reçu leur autorisation de mise sur le marché. La stabilisation de la situation sanitaire a permis, début novembre, d'imposer un couvre-feu moins contraignant qu'un confinement. Toutefois, nous ne devons pas relâcher nos efforts ni compromettre l'acquis de ces résultats par une levée trop rapide et non maîtrisée des mesures sanitaires ou encore un relâchement dans nos comportements. J'ai donc décidé, en lien avec mon gouvernement, de prolonger le dispositif sanitaire actuellement en place, complété par des mesures dont les détails vous seront communiqués demain par le ministre d'État. Ainsi, il est maintenu le couvre-feu de 20h à 6h du matin, les restaurants bénéficiant d'une dérogation jusqu'à 21h30. Toutefois, pour la nuit du 24 au 25 décembre, le couvre-feu sera exceptionnellement décalé à 23h30. En ce qui concerne le soir du 31 décembre, le couvre-feu est maintenu à 20h, mais les restaurants bénéficieront d'une dérogation exceptionnelle de fermeture à 22h30. Toujours pour la soirée du 31, l'entrée sur le territoire de la Principauté sera possible aux non-résidents disposant d'une réservation de séjour dans un établissement hôtelier. Pour les soirées du 24 et du 31 décembre, les rassemblements publics seront interdits à Monaco. Enfin, les activités sportives vont pouvoir reprendre dans des conditions strictes de protocole sanitaire renforcés qui seront détaillées demain par le gouvernement. Ces dispositions prendront effet le samedi 19 décembre et ce jusqu'au 15 janvier 2021. Nous vivons une situation exceptionnelle, particulièrement difficile, dont nous ne sommes pas encore sortis. Notre objectif prioritaire demeure bien évidemment la protection sanitaire de la population, de nos proches, de nos aînés. Nous devons également permettre à notre économie de continuer à fonctionner sous certaines contraintes afin de préserver au mieux notre modèle social. À nouveau, je veux exprimer ma gratitude à mon gouvernement et aux services de l'État, au Conseil national, aux services de la mairie, au personnel du CHPG, à la Croix-Rouge monégasque, à toutes et tous qui remplissent au quotidien sans relâche leur mission avec efficacité et dévouement. Je n'oublie pas nos services de sécurité particulièrement sollicités depuis le début de la pandémie et qui le seront encore davantage en cette fin d'année. Je mesure les efforts qui vous sont demandés en cette période festive où la famille occupe une place centrale. Il nous faut poursuivre dans cette voie car nous avons accompli ensemble de grands progrès dans la lutte contre cette épidémie. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre mobilisation pour aller au bout des efforts nécessaires afin de surmonter cette épreuve. Viva Monaco! Vous venez de l'entendre, le prince Albert II a donc confirmé la prolongation des mesures sanitaires prises à la fin du mois d'octobre pour lutter contre la Covid-19. Le couvre-feu notamment reste donc maintenu, Frédéric Hélion. Oui, le dispositif sanitaire actuellement en place est prolongé. Le couvre-feu est maintenu de 20h à 6h du matin. Certaines dérogations au couvre-feu sont accordées jusqu'à 21h30. C'est le cas pour les restaurants avec toujours la réservation obligatoire et une limitation de 6 personnes par table notamment. Autre mesure importante, le port du masque est toujours obligatoire dans tous les espaces publics et les parties communes comme les parkings, les halls d'immeubles ou encore les ascenseurs.
En revanche, les activités sportives vont pouvoir reprendre dans des conditions strictes de protocole sanitaire renforcés. Et il y aura cependant 2 aménagements pour les mesures sanitaires qui entoureront les soirées de Noël et du jour de l'an. Oui, 2 ajustements importants à retenir, Patricia. Tout d'abord, concernant la nuit du 24 au 25 décembre, le couvre-feu sera exceptionnellement décalé à 23h30. Pour le soir du 31 décembre, le couvre-feu est maintenu à 20h, mais les restaurants bénéficieront d'une dérogation exceptionnelle de fermeture à 22h30. Toujours concernant la soirée du 31, l'entrée sur le territoire de la Principauté sera possible aux non-résidents disposant d'une réservation de séjour dans un établissement hôtelier. Sachez enfin que les rassemblements publics seront interdits à Monaco les soirées du 24 et du 31 décembre. Merci Frédéric. Et le gouvernement, par la voix du ministre d'État, précisera donc demain les contours du dispositif qui vient d'être prolongé avec des spécificités propres aux festivités de Noël et du passage à la nouvelle année. Nous y reviendrons longuement dans notre édition de vendredi 19h. Après cette intervention du prince souverain, au sommaire de cette édition toujours, une annonce importante pour la grande famille du rugby et pour Monaco. Le World Rugby, l'instance internationale du ballon ovale, a annoncé ce matin que la Principauté avait été choisie pour accueillir les 19 et 20 juin prochains l'épreuve de qualification mondiale de rugby à 7 avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Le futur directeur du tournoi, Nicolas Bonnet, sera avec nous. Nous verrons comment l'Institut du patrimoine protège et préserve les œuvres du Fonds patrimonial monégasque avec une sculpture que vous connaissez sans doute et qui vient de retrouver son emplacement à Fontvieille, le nœud de l'artiste Kim Amiski. Un spectacle rare dans le ciel. Il est possible entre 2 nuages d'observer actuellement et jusqu'au 22 décembre la grande conjonction, un phénomène qui est un rapprochement entre les 2 planètes, Jupiter et Saturne. L'astronome François Mignard de l'Observatoire de la Côte d'Azur viendra nous en parler. Les Happy Hours de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Quatuor Monoïkos, vient de proposer un concert avec au programme 3 œuvres de Beethoven. Mais tout de suite donc, l'annonce est intervenue ce matin, c'est officiel. Monaco va accueillir une grande compétition internationale de rugby à 7 au mois de juin prochain. L'enjeu sera de taille puisqu'il y aura des places qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Avec nous, le directeur du tournoi. Bonsoir Nicolas Bonnet. Bonsoir Patricia. Ce n'est pas une première, mais c'est une excellente nouvelle, l'organisation de cette épreuve qualificative avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, il faut préciser que l'on parle de rugby à 7. Oui, on avait eu l'occasion d'organiser l'édition 2016. Et puis cette année, c'est 2021. Avec le Covid, ça a été reporté d'1 an. Cela se déroulera sur 2 journées. Et l'enjeu étant là, il devrait y avoir du très beau spectacle. Oui, on l'espère en tout cas. Les samedis 19 et dimanche 20 juin, il y aura 12 équipes garçons, 12 équipes filles qui vont se disputer les dernières places pour les JO de Tokyo. Donc le vainqueur des garçons et les finalistes de l'édition filles. Oui, vous l'avez dit, ce tournoi s'adressera non seulement à des équipes masculines, mais également féminines. Alors ça, c'est une première. Et ce sera un tournoi très international. D'où viendront les équipes? Alors d'un peu partout dans le monde, puisqu'il y a 2 équipes qualifiées par continent. Donc évidemment les 2 équipes de France, féminines et masculines, mais des équipes qui sont dans le World Series, c'est-à-dire au plus haut niveau international. Je pense au Samoa, Irlande en garçons et Russie, filles. Il y a des équipes africaines, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des équipes sud-américaines, ça vient de partout dans le monde. Pour bien comprendre, ce seront les ultimes tickets pour les JO. Combien de tickets à disposition avec ce tournoi à Monaco? Et il y a déjà 11 équipes qualifiées chez les garçons, donc ça sera la 12e. Et il y a déjà 10 équipes qualifiées pour Tokyo chez les filles, donc on donnera la 11e et la 12e place qualificative à Monaco. Le fait que le World Rugby vous ait choisi une nouvelle fois, c'est une très belle reconnaissance. On est évidemment très contents, on les remercie et on espère avoir appris de nos erreurs et faire mieux qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire, il y a beaucoup de logistique derrière tout cela, j'imagine. Une énorme logistique, heureusement qu'on est
aidé et soutenu par le gouvernement, la Fondation Princesse Charlène, la direction du stade aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aménagements à faire. Et vous allez profiter de l'occasion pour organiser autour de cet événement une grande fête du rugby monégasque avec le tournoi de Sainte-Dévote, un peu décalé dans le temps par rapport à d'habitude. La Fédération monégasque de rugby profite de l'occasion avec la Fondation Princesse Charlène pour organiser son traditionnel tournoi Sainte-Dévote. Donc c'est le tournoi des moins de 12 ans à 7, avec des équipes, il y aura 16 équipes qui viendront aussi, bon, peut-être de moins loin à cause des restrictions Covid, mais on le fera en même temps et on aménage le stade de façon optimale pour que la finale de ce tournoi se déroule en levée de rideau de qualification olympique. Ce sera un joli préambule avec ces jeunes prometteurs. Comment expliquer, Nicolas Bonnet, l'engouement pour le rugby à 7 ? Car c'est une discipline qui est de plus en plus prisée. Oui, vous avez raison. On a l'occasion avec l'équipe des Impis de Monaco d'aller à Dubaï, le plus grand tournoi du monde. C'est une discipline qui se développe partout, en France mais aussi dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un format qui est très lisible par le profane, c'est-à-dire ce sont des matchs courts, avec peu d'arrêt du ballon. Et c'est sur toute la journée, donc les gens vont au stade, vont voir les matchs, vont sur des attractions sur le côté, reviennent, peuvent aller manger, revenir sans perdre le fil du tournoi. C'est un format différent du rugby à 15. En conclusion, Nicolas Bonnet, vous serez directeur du tournoi, mais vous êtes également directeur technique au sein de la Fédération monégasque de rugby. Plus généralement, comment le rugby monégasque traverse la crise actuelle? Cela a bouleversé ou suspendu beaucoup de choses? On n'a pas pu participer au championnat d'Europe en juin avec nos équipes nationales. On espère le faire en juin prochain. Évidemment, profiter aussi de cet événement à venir pour peut-être attirer de nouveaux joueurs dans nos rangs à la rentrée 2021. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Nicolas Bonnet, merci. Et je rappelle donc cette annonce rendue publique aujourd'hui, le choix de Monaco pour accueillir les 19 et 20 juin prochains le Monaco Sevens, épreuve de qualification de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Merci à vous. Nous restons dans le chapitre sportif avec du football. L'AS Monaco s'est incliné sur sa pelouse 3-0 face à Lens hier soir. Oui, les joueurs de Niko Kovac concèdent une 3e défaite consécutive après des revers à Lille et Marseille. Monaco a très mal débuté la partie en encaissant un premier but signé Silla après seulement 35 secondes de jeu. L'expulsion de Dissassi à la 23e n'arrange rien. Lens ajoute 2 buts supplémentaires aux 34e et 39e minutes par Banza et Kakuta. Avec cette défaite, Monaco glisse à la 8e place au classement à 7 points du podium. Défaite également pour les basketteurs monégasques en Russie. La Roca Team, déjà qualifiée pour le top 16 en Eurocup, s'est inclinée de justesse sur le parquet du Lokomotiv Kuban Krasnodar, 76-72. Dibost 18 points et Mathias Le Sort 14 se sont illustrés. 3e du groupe avec un bilan de 4 victoires et 4 défaites, Monaco essaiera de consolider cette position en remportant les 2 derniers matchs de saison régulière à Panevėžys en Lituanie, puis contre Andorre. Ce sont les grandes missions de l'Institut du patrimoine, protéger et préserver les œuvres du fonds patrimonial. Des campagnes de rénovation sont ainsi régulièrement mises en place. Alexandra Pagny a assisté au retour de l'une des sculptures des jardins de Fontvieille après sa restauration. Voici son reportage. Elle était en place depuis 1989 et avait perdu de son éclat au fil des ans. Le nœud de Kimamiski vient de subir une importante rénovation. 2 mois de travail auront été nécessaires à la restauratrice Lise Bastardos, spécialisée dans les œuvres en métal, pour redonner une nouvelle jeunesse à cette sculpture. L'œuvre souffrait vraiment à cause de la corrosion étant donné que c'était en acier. Et donc on avait vraiment une structure fragilisée, des plots qui ne jouaient plus leur rôle protecteur et de soutien de l'œuvre. Si bien qu'on a une restauratrice qui est intervenue déjà pour faire un traitement de surface de la peinture au niveau du plateau, au niveau du nœud. Donc tout a été refait. Et en ce qui concerne les plots, on a également un traitement de surface, mais également un renforcement de l'armature, étant donné que jusqu'à présent le banc n'était pas soudé au socle. Aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de solide qui permet à l'œuvre de ne pas reposer uniquement sur ses bases, mais sur une armature métallique qui va venir la soulager et qui en plus va renforcer de manière sécuritaire l'œuvre. Un travail mandaté par l'Institut du patrimoine. Pour le transport et la mise en place de telles œuvres, des spécialistes sont mobilisés, puisqu'il faut rappeler que cette sculpture pèse tout de même 219 kg. Elle est aujourd'hui prête à retrouver son socle dans les jardins de Fontvieille.
On va utiliser pour ça un palan, parce qu'elle est assez lourde et manuellement c'est compliqué. Donc on va mettre tout ça en place et sortir l'œuvre en sécurité. La taille est assez volumineuse, ouais. Et le poids aussi. Voilà. C'est assez rare d'avoir des œuvres aussi lourdes et aussi grosses, mais on a quand même l'habitude de manipuler ce volume-là. Le public pourra de nouveau apprécier l'œuvre dans ses teintes originelles, noires et roses. Et attention, il est important de le rappeler, bien qu'elle offre une forme de banc, une œuvre d'art reste très fragile, ne vous asseyez pas dessus. Et il est toujours bon de rappeler certaines évidences. C'est un spectacle rarissime qui se joue dans le ciel depuis hier et qui sera à son paroxysme le 21 décembre, lors du solstice d'hiver. Il s'agit de la Grande Conjonction. Et pour nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme, nous avons invité l'un des astronomes de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Bonsoir François Mignard. Bonsoir. Quel est ce phénomène appelé la Grande Conjonction ? Ce qui va se passer là, c'est un rapprochement sur le ciel de deux grosses planètes, puisqu'il s'agit de Jupiter et de Saturne, qui sont à peu près dans la même direction du ciel tous les 20 ans. Mais le phénomène qu'il va y avoir là est un peu particulier parce que ce rapprochement est extrêmement étroit. Ça arrive très rarement. Oui, vous nous disiez tous les 20 ans, mais avec cette précision, ce rapprochement, je crois que cela remonte à encore beaucoup plus loin. Exactement. L'intérêt du phénomène aujourd'hui, c'est sa rareté. C'est parce que la dernière fois que ça s'est produit avec une distance aussi petite, c'était en 1623, et les conditions de visibilité n'étaient pas bonnes, c'est-à-dire que c'était trop près du Soleil, on ne pouvait pas le voir. Donc il faut aller au XIIIe siècle pour trouver quelque chose de comparable en termes de visibilité, de rapprochement. Donc ça nous fait 700-800 ans depuis que quelqu'un ait éventuellement pu observer un tel rapprochement. Mais alors justement, qui va pouvoir observer ce phénomène ? Tout le monde, dès l'instant où le ciel est dégagé, sur la Côte d'Azur, on peut espérer que ces jours-ci, ça va venir. De toute façon, ce n'est pas un phénomène instantané, on peut l'observer pendant plusieurs jours autour du point de rapprochement extrême qui est le 21 décembre, mais le 20 décembre, le 22, le 19, le 23, tout ça c'est presque équivalent. Donc il suffit de regarder dans la direction du couchant, le soleil a disparu, il commence à faire nuit, voilà, une demi-heure, trois quarts d'heure après le coucher du soleil, et là, Jupiter, on ne peut pas le manquer. C'est le seul astre visible, bien brillant, au sud-ouest, là où le soleil s'est couché, et qui est encore pas très haut, mais qui n'est pas encore en état de se coucher. Il suffit d'avoir un horizon relativement bien dégagé, pas être bien sûr caché par un immeuble, mais il n'y a pas besoin de voir la ligne d'horizon. Donc Jupiter sera là. Si on regarde ces jours-ci, en ce moment, on voit encore Jupiter et Saturne relativement bien séparés, 1 degré, 2 fois la taille de la pleine lune. Mais quand on va s'approcher du phénomène, le 21 décembre, le rapprochement sera tel qu'à l'œil nu, ça va être difficile de continuer à voir deux objets. C'est-à-dire, il faudra basculer sur un télescope ? Des jumelles, ça suffira. Un télescope, encore mieux, mais des jumelles sera suffisant pour continuer à voir effectivement les deux planètes. Mais à l'œil nu, compte tenu de l'éclat de Jupiter, qui est beaucoup plus important que celui de Saturne, et également du fait qu'on est relativement proche de l'horizon, ça sera difficile de voir deux objets, à moins d'avoir de très bons yeux. Et si on le rate cette fois-ci, il va falloir attendre un certain temps, hein ? Alors, le prochain, c'est 2080. 2080, à peu près dans la même circonstance, mais après, il faut attendre le 25e siècle, 2417, pour voir quelque chose de comparable. Donc, c'est ce que j'expliquais. C'est rare, ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est un phénomène rare du ciel. Et puis, il y a un certain nombre d'implications. On peut expliquer le mouvement des planètes, on peut essayer d'expliquer pourquoi c'est tous les 20 ans. Il y a tout un tas de petites choses que des enfants, des jeunes, des adolescents curieux du ciel sont amenés à rechercher ou à poser des questions aux adultes pour essayer de bien comprendre ce phénomène. François Mignard, nous évoquons souvent avec nos différents interlocuteurs le contexte actuel, la crise sanitaire, la morosité qu'elle engendre. Mais s'il y a bien une chose que cette crise ne pourra pas nous enlever, où que l'on soit, confiné ou pas, c'est de pouvoir regarder le ciel. C'est toujours un réflexe d'espoir et d'émerveillement à la fois.
Oui, ça donne aussi une idée de la relativité du temps, hein. Ces phénomènes lents, bien évidemment. Là, on est sur une crise sanitaire très dure pour tout le monde. On peut espérer que dans 1 ou 2 ans, elle sera derrière nous et que dans 4 ou 5 ans, on l'aura oublié pratiquement. Donc, ces phénomènes à répétition séculaire, 100 ans, 200 ans, permettent d'avoir un peu de recul, effectivement, sur ces événements, aussi dramatiques soient-ils, mais qui, dans le cours de l'histoire de l'humanité, se sont répétés de siècle après siècle et n'ont pas empêché l'humanité de survivre. François Mignard, merci de nous avoir éclairés sur cette grande conjonction. Merci beaucoup. Nous retrouvons Frédéric Hélion pour de nouvelles informations et la Croix-Rouge monégasque qui vient de présenter le bilan de ses actions menées en faveur des sinistrés du Liban. Quelques jours après les 2 explosions qui ont eu lieu le 4 août dernier à Beyrouth, la Croix-Rouge monégasque a fourni un soutien financier à l'association Les Amis du Liban pour l'envoi d'un conteneur à destination de Beyrouth. 12 500 € ont été reversés. 50 000 € ont été débloqués et reversés à la Croix-Rouge libanaise. La même somme a été allouée à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Enfin, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons à la population monégasque. Plus de 74 470 € ont été collectés. La plateforme de service à domicile Youpies lance le mouvement #Noël solidaire. En France, 900 000 personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis. Face à ce constat, Youpies souhaite apporter son soutien aux personnes âgées en les mettant en lien avec des bénévoles pour leur tenir compagnie pendant les fêtes de fin d'année. Pour trouver de l'aide ou s'inscrire en tant que bénévole, vous pouvez vous rendre sur ce site youpies.fr/info/Noël-solidaire. Et enfin, cette information pratique en cette période de fête de fin d'année. À partir de samedi 19 décembre, les commerces et restaurants de la Principauté pourront offrir à leurs clients, sous réserve d'un minimum d'achat, 4 heures de stationnement gratuit dans les parkings de Monaco, les week-ends et jours fériés. Les clients présenteront ensuite la contre-marque offerte directement aux bornes ou aux caisses des parkings de Monaco. Vous le savez, à Monaco, la culture reste un bel échappatoire à la crise. Mercredi, s'est poursuivie la programmation des Happy Hours de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il s'agit de concerts de musique de chambre et c'est le Quatuor Monoïkos qui s'est produit à l'Auditorium Régnier 3 dans la salle principale pour permettre le respect des mesures de protection sanitaire. José Sacré y assistait. La musique est bien vivante à Monaco avec les spectacles de ballet et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en direct, les concerts symphoniques et la musique de chambre avec mardi 15 décembre, le Quatuor Monoïkos dans un programme Beethoven 250 ans presque jour pour jour après la naissance du génial compositeur, celui-ci étant né le 16 ou le 17 décembre 1770. On a essayé de donner aussi des œuvres très différentes. Il y avait donc différentes formations. La première pièce avec les 2 corps était très intéressante avec le mélange cordes et puis instruments à vent qui sont peut-être dans les instruments à vent les instruments les plus ronds au niveau du son. Donc ça se marie très très bien avec les cordes. Bon, après un quatuor à cordes, on dirait de l'œuvre centrale de l'œuvre de quatuor de Beethoven, qui est très très beau. Et puis ce quintet extraordinaire avec 2 altos pour terminer avec ce final incroyable, La Tempête, qui est vraiment, vraiment très virtuose, qui demande beaucoup d'énergie, mais on a eu énormément de plaisir à le travailler. Avant de refermer ce journal, l'indispensable point météo pour la journée de vendredi. La journée sera un peu plus ensoleillée qu'hier, avec quelques légers passages nuageux qui n'altéreront pas le beau temps. Le thermomètre affichera 10 degrés le matin et 13 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h57 pour se coucher à 16h56. Vendredi 18 décembre, nous fêterons les Gatien.
Vous le savez, nous nous quittons chaque jour avec l'album photo quotidien. À quelques jours de Noël, c'est un moment magique que se sont vus offrir mercredi les petits monégasques dans la cour d'honneur du palais, où la famille princière les attendait pour jouer au Père Noël avant l'heure. Ce sont des photos de Manuel Vitali. Je vous donne rendez-vous quant à moi demain à 19h pour une nouvelle édition au cours de laquelle seront détaillées les mesures sanitaires prises à Monaco pour les fêtes de fin d'année, et ce, après l'allocution aujourd'hui du prince souverain. Très belle soirée à tous.